serais soit fromager, soit réalisateur. J'ai traversé des périodes vraiment sombres quand j'étais fromager et je suis plus jamais, c'est mort. On va partir dans du glauque, mais en fait moi je voulais me foutre en l'air. Vraiment j'avais pas la vie que je voulais, je trouvais ça n'avait pas d'intérêt. Thomas Combré est réalisateur, scénariste et comédien. Changer de vie, ça paraît une montagne, mais une fois que tu le fais, à la fin tu fais cool. Il écrit, réalise, monte et joue dans des dizaines et des dizaines de courts-métrages pour sa chaîne YouTube avec plus de 35 000 abonnés. J'étais un fromager, au fin fond de la Cambrousse, les gars, c'est faisable. Ainsi que pour des festivals comme le 48 Heures Film Festival où il y remporte de nombreux prix. Je rêve de signer un film. La personne était là et je juste à dire bah allez, et c'était fait. Grosse décision adulte de me dire. En 2024, il franchit le cap du long métrage avec Mourir or not mourir, une comédie de genre qu'il définit comme absurde et sanglante. Sur le compte de mon asso, il y a 6-0-0-0-0. Et là tu fais waouh, mais j'ai jamais vu autant d'argent de Mais du coup, bien sûr que j'ai peur, ça me fait mal les retours négatifs. Le film parle de tu mets des années à créer un truc, que derrière les gens ils l'éclatent en 2 secondes. Aujourd'hui, on parle de son parcours de vie atypique et de la folle aventure que représente la réalisation de son premier long métrage. Et je trouve que c'est ça le plus dur, c'est de réussir à voir son film comme si tu ne l'avais jamais vu. Il y a un travail qui est très compliqué dans ce milieu, c'est d'apprendre à écouter les gens qui t'entourent, parce que c'est très précieux. Et ensuite, il y a un autre travail à faire, c'est de réapprendre à t'écouter toi. Bienvenue sur The Actors Arc podcast dédié à la créativité. On est de retour pour l'été 2024 avec quelques épisodes. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bonne écoute. Moi, je me suis fait un délire à 63 000 €. Unleash your creativity with The Actors Arc podcast. t'as appris à créer des films en 48 heures. Le fait que t'aies toute cette expérience dans des contraintes énormes fait que tu peux tourner un long métrage sur un temps... en vrai, je suis devenu un speedrunner des tournages, mais il y a des moments où c'est relou, où t'aimerais bien un peu avoir le temps. Parce que là, mon film, on l'a tourné en 15 jours. On tournait des fois 13 séquences dans la journée. Les plus grosses journées, c'était 13 séquences. Aujourd'hui, quand je regarde le plan de travail, je me dis comment on a fait, c'est pas possible. Après, j'ai écrit le film et je l'ai réalisé de manière à ce que tout rentre de cette manière. C'est-à-dire que nous, on jouait les scènes, il y avait jamais de repiquage de plan à faire, on faisait tout en mode théâtral avec 2 cams, et la chorégraphie des caméras faisait qu'on avait tout ce qu'on avait à montrer. Donc du coup, on pouvait tracer, et puis pareil, les installs de lumière, c'était pas plus de 20 minutes, fallait envoyer du steak, et en fait, on a fait par rapport à ce qu'on avait, on savait qu'on pouvait pas tourner pendant des plombes et des plombes, on savait qu'on avait peu de temps, et donc tu prends ces contraintes-là, et tu dis, ok, comment réussir? Et tu construis ton truc pour que ça aille, quoi. Tu te dis, je vais pas faire, je sais pas combien de plans par séquence, donc après, nous, ça a aidé, c'est du faux reportage, mais je veux dire, si je devais refaire un film en aussi peu de temps, je pense que je tournerais de la même manière, même si c'est des caméras qui n'existent pas et que c'est des plans sur trépied, j'en sais rien, ou sur de la machinerie, je ferais 2 cams qui tournent sans avoir à repiquer. De toute façon, je déteste faire des inserts, ça m'emmerde. Faire trop de plans, ça me saoule, donc voilà, je déteste découper, c'est trop chiant. Donc ouais, j'étais content parce que la plupart des acteurs et des actrices de mon film m'ont dit putain, c'est trop bien, on joue les scènes, et quand on a fini, on passe à autre chose, quoi. Et en fait, il y a pas de... On faisait 4... Même pourtant, on faisait 4, 5, 6 prises des fois, tu vois. Alors que de base, on se disait, faut en faire 3, pas plus. Mais nous, on aimait bien creuser un peu, surtout vu que c'était du plan séquence à chaque fois, fallait creuser, chercher le rythme, les trucs. Mais au moins, les gens étaient contents parce qu'ils jouaient et ils avaient pas à faire le truc de la poignée de la porte, quoi. Si jamais tu sors ton téléphone et que j'ai absolument besoin d'insister sur le fait que tu sors ton téléphone, je vais zoomer. Vu qu'on avait des zooms, c'est filmé à la The Office, donc... crash zoom, boom sur le téléphone, et après on remonte sur ton visage, et c'est comme ça. Il y a des moments qui étaient pas filmés parce que la caméra était ailleurs, et en plus, là où j'ai été teubé, c'est que j'ai fait un film qui coûte pas cher, qui au final coûtait quand même un peu cher, parce qu'il y a trop de personnages, et donc du coup, la plus grosse séquence, on est 4, 5, 6, on est 7, et 8 même. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Et donc du coup, là, déjà en termes d'audio, t'as des HF de partout, t'as 12 000 pistes au montage, machin. Mais surtout, faut choisir qui filme quoi, et à quel moment qui va filmer, parce qu'il faut choper le maximum de choses. Et on triche pas, on fait pas une prise où on filme ça et une prise où on filme l'inverse, tu vois. Parce que le but, c'était que ce soit crédible, vu que c'est filmé par ils existent, les gars qui filment dans le film. Ils existent, ils sont là, et je voulais que ce soit crédible ils auraient pu le filmer si c'était fait dans la vraie vie. On a joué vraiment avec le fait que les cadreurs sont là, et au départ, ils voulaient un seul cadreur, parce qu'en fait, en gros, c'est un film qui parle d'un tournage, et c'est les caméras du making-of, en gros. Et en gros, j'étais en mode, ok, si je filme à une cam, ça va être l'enfer, niveau montage. On se démerdait à créer les plans, le découpage,
des deux plans pour qu'ils se filment jamais entre eux. Ouais. Et si jamais à un moment ils se filment, en fait tu coupes, tu mets l'autre caméra pendant ce temps, et une fois que le mec est passé devant l'autre cadreur, parce que c'était pas les mêmes caméras en accessoire que les caméras qui filment. Les caméras qui filment, ils avaient des machins gigantesques, alors que les caméras qui filment, c'est des caméras comme ça, les caméras accessoires, pardon, C'est des grosses. c'est des caméras, c'est des petits appareils photo Ouais. avec un micro dessus. T'as un peu peur encore de la réaction de nos Oh, mais gars, mais évidemment, le film parle de ça. Le film parle de tu mets des années à créer un truc, que derrière les gens ils l'éclatent en 2 secondes après. oui, c'est ça. Non mais bien sûr que j'ai peur, parce que moi je suis sur internet depuis pas mal de temps, et moi ça me fait mal les retours négatifs. T'essayes d'oublier ça, mais en vrai, c'est horrible. Enfin, les gens sont méchants. Ouais. Là, t'as déjà eu des retours de collègues, de potes qui bossent avec toi. Il y a une partie des gens qui ont fait le film qui ont pu le voir il y a 2 semaines, Ok. et quelques personnes extérieures. Et là, demain soir, il y a beaucoup plus de gens extérieurs, des amis. Ok. Mais non, les gens, ils ont l'air d'avoir aimé. Mais est-ce qu'ils aiment parce qu'ils voient enfin le truc sur lequel ils ont travaillé pendant 3 semaines, où on était tous en colo dans une maison, bien sûr. tu vois. Ce que je suis content, c'est que les extérieurs ont aimé, alors qu'ils ne savaient rien du projet. Et ça fait plaisir, parce que moi, je vois plus rien. Je sais pas si ce film est bien. Et je saurais jamais, en fait, si ce film est bien. C'est trop dur. J'aurais jamais cette chance-là de savoir si mon film est bien. Par contre, je pourrais savoir si les gens le trouvent bien ou pas. Et là, j'ai l'impression qu'ils l'ont aimé, et j'ai eu des retours trop cool. Genre, j'ai un des potes qui a joué dans le film. Il m'a dit, gars, les 30 dernières minutes, j'étais accroché à mon fauteuil et tout. Alors que moi, quand je vois les 30 dernières minutes, je vois un truc mou, où il se passe les séquences que j'ai mis, les unes après les autres. Et où il y a 0 surprise, parce que je sais tout. Et je peux pas m'effacer la mémoire, et je trouve que c'est ça le plus dur d'en faire un film. Tu sais, on se dit, c'est écrire le film qui est le plus dur, ou peut-être le réaliser, peut-être jouer, j'en sais rien. Moi, je trouve le plus dur, c'est de réussir à voir son film, mais comme si tu ne l'avais jamais vu. Ouais. Moi, je suis dans la phase où j'en suis à un stade où quels sont les bons choix à faire? Parce que moi, j'aimerais bien, dans une semaine, valider ma version dev de montage pour qu'elle puisse partir au mix, aux musiques, aux effets spéciaux, étalonnage, tout ça. Et en fait, je ne vois rien. Je suis un aveugle qui doit décider de où est le bon endroit pour ce cut. Ou dans quel sens mettre. Et c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Je trouve que c'est le plus dur. Parce que je sais comment j'aime qu'il soit monté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on comprend pas, à quel moment on est perdu. Voilà, j'ai besoin de savoir si parce qu'après le film, on aime ou on n'aime pas, c'est propre à chacun, hein. C'est pas, en soi, c'est pas tellement mon problème. Oui. Ouais, et là, j'ai eu un retour il y a pas longtemps du mixeur, justement. Il m'a dit, là, à ce moment-là, j'étais perdu, je savais plus où j'étais. Et moi, du coup, faut que je rectifie ce truc-là. Et j'ai la matière pour rectifier, parce qu'on a fait des coupes. On a coupé un gros morceau de film qui était pas, selon nous, pas très utile, mais il y a des infos dedans. Et du coup, au moment où il est perdu, je me dis, ok, je peux peut-être remettre des infos, tout en gardant le tricks de montage, parce que du coup, le montage est une réécriture, et vu que le film l'a changé, vu qu'il y a eu une coupe, il faut réadapter pour que ce soit fluide et tout. Et voilà, là, j'ai fait une version alternative, donc là, demain soir, ils vont voir le film, tel qu'il a été la dernière version, avec ce truc, cette proposition de montage à ce moment-là. Et moi, après, je leur montrais ma version, où je rajoute des informations pour qu'ils me disent ce qu'ils préfèrent. Et demain, j'ai beaucoup plus de gens qui ne savent rien du projet, donc du coup, ça va m'aider. Parce un peu, non? Non, un petit peu. Tu sais, ça fait 1 an maintenant, on a commencé à écrire en juin 2022. Ok. J'ai tellement dans le sang ce putain de film, c'est le film que j'ai le plus vu de ma vie, ça y est, c'est plus Retour à le futur, c'est ce film-là maintenant que j'ai le plus vu de ma vie, je le connais par cœur. Et en fait, c'est trop dur t'es obligé de forcer pour essayer de te souvenir que ça te séduisait au moment où t'écrivais, c'était bien, tu y trouvais du sens. Parce que moi, quand j'ai vu ma V1, on l'a maté avec le monde. Parce qu'en fait, en gros, moi, j'ai monté ma V1, j'y tenais pour choisir mes plans, machin. Je faisais ma V1, qui est la version exacte du scénario, avec du gras autour pour des petites impros qu'on a fait, machin, pour avoir le max de matière possible. Ensuite, donc ça me permet de faire un dérush plus de tous les plans que je veux absolument. Ensuite, on l'a regardé avec un monteur qui lui a monté une V2 de son côté, après il est venu me la remontrer, et ensuite on a fait la V3 ensemble. Et ma V1, quand on l'a maté, j'étais devant et j'étais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi j'ai mis autant de temps? Pourquoi je perds mon statut à faire ce film? Ça n'a aucun sens. Quelle est cette daube? Quel est l'intérêt? Et Anaïs, qui a coécrit le film avec moi, elle a trop kiffé son moment. Après, est-ce qu'elle a kiffé parce qu'enfin elle voyait du début à la fin ce qu'on avait créé pendant tout ce temps? Elle a pas comme toi regardé tous les rushs. Et est-ce qu'elle kiffait parce que c'était notre projet, ou est-ce qu'elle kiffait parce que réellement c'était sympa? Je sais pas. Ou est-ce que un film, c'est très vide au début. Là, on a fait des efforts pour mettre des zik, on en a 4 qui marchent bien, que le compositeur a pu commencer à faire, mais c'est des boucles.
Donc elle monte pas spécialement en intensité. Donc au moment où il va se passer un truc, ça va pas faire en partant en l'air. C'est vraiment très monotone et c'est tout le temps les mêmes zigs, c'est 4 zigs tout le long. Et du coup, on a fait en sorte de couvrir, mais c'est très vide. Il y a pas de bruitage. Enfin, à part on a mis les bruitages de compréhension, genre un coup de feu qui est important, un bruit dans le fond qui va alerter peut-être des personnages ou quoi. Ça, on a mis ces choses-là. Et du coup, tu montes ce genre de version-là ? Tu veux quand même la montrer ? T'as pas peur Bah, en fait, j'en ai besoin. Parce que je peux pas mixer le film, puis ensuite montrer et faire des changements de montage, tu vois. Un film, c'est ça la difficulté. C'est qu'un film, quand tu veux tu le montes, et une fois que t'es sûr que ton montage il est bon, que tu ne toucheras plus jamais rien de toute ta vie, jusqu'à ce que tu crèves, enfin jusqu'à toujours en fait, parce que le film il va être figé comme ça jusqu'à ta mort. De l'enchaînement des... Autant que qui survivra dans le temps, ce qui est avec internet aujourd'hui et les moyens qu'on a, c'est-à-dire éternellement. Donc tant que la Terre existe, ce film sera comme ça, il ne bougera pas. À moins que dans 50 ans, quelqu'un me dise, on refait une version, mais je vois pas l'intérêt sur ce film, je vois pas ce que je pourrais changer, mais enfin c'est pas Apocalypse Now quoi. Et du coup, bah tu dois choisir de t'arrêter. Et donc bah en fait, faut montrer ce truc-là c'est pas mixé, mais t'essayes de faire un peu les niveaux pour que les voix soient intelligibles. Mais bon, c'est cracra, ça craque parce que t'as le master HF, donc tous les micros qui sont là, le master de la perche, qui sont ensemble. Et puis bah t'en as un qui sort de scène et puis d'un coup il fait putain, je me suis foiré sur tes répliques, machin. Et donc t'entends pendant que d'autres gens continuent de jouer alors que les mecs sont à 50 mètres plus loin. Et enfin ça craque, ça frotte, c'est pas du tout séduisant. Et c'est ça aussi qui me plaît, c'est qu'au moins, quand ils auront commencé le mix, je pourrais un peu redécouvrir mon film et voir un truc cosmétiquement agréable. Les gens, ils arrivent pas à se projeter là-dedans, mais vraiment, c'est un fossé, c'est même pas un fossé, c'est un ravin, c'est un océan entre deux continents, tellement ça n'a rien à voir, un même produit pas mixé, pas étalonné, où il manque des choses, et un produit fini. C'est abusé à quel point là, on est vraiment sur de la magie. C'est lunaire à quel point ça prend du niveau quand ça passe par les mains des gens qui font le truc cosmétique final, tu vois. Il y a des moments où il y a des effets spéciaux en 3D, moi c'est un PNG qui est mal traqué pour qu'on comprenne qu'à ce moment-là il y a un oiseau, mais t'as vraiment un plan comme ça qui monte sur un lampadaire et il y a un oiseau, l'oiseau il fait... Tu vois, c'est hyper crade et ça fait rire du coup. Bon, je ne pas rire sur un truc qui ne sera pas au montage, mais bon, au moins c'est rigolo. Moi, mon seul plaisir que j'aurais avec ce film, c'est de voir ça, c'est de le regarder à travers les yeux des autres, tu vois. Parce que je pourrais jamais, sauf si à un moment j'arrêterais de le voir pendant un certain temps, peut-être qu'un jour je referai une projo et je le redécouvrirai et j'oublierai un peu les cuts, les trucs et je ferai pas mal en fait, parce que ça m'est déjà arrivé aussi de revoir des courts-métrages à moi d'il y a longtemps que je détestais et quand je les revois je fais c'est pas si mal. Je suis mon premier spectateur et je fais pas des films pour faire kiffer les autres, je fais des films pour me faire kiffer moi. Et ça c'est vraiment important de se dire attends, là je le vois dans les choix de montage, dans les indications que je donne à la musique et tout, je leur dis ok, oui c'est intéressant, mais il y a un moment j'ai envie de me faire kiffer et j'ai envie que ça ressemble à ça, que ça sonne comme ça, qu'il se passe ça. Et peut-être que c'est un mauvais choix. En attendant, c'est un choix qui, moi, me fait kiffer. On parlait des 48 heures tout à l'heure, qui vont se dire « Ah, je vais faire un drame social. Comme ça va leur plaire au jury. » Non. Fais ton truc qui te fait kiffer toi, on s'en fout des prix, on s'en fout de... C'est trop important d'être fier de soi. Moi, j'ai fait tellement de trucs dont je suis pas content parce que j'ai voulu coller à quelque chose et tout, et je me rends compte que, dans les 48 heures notamment, je faisais n'importe quoi et je kiffais. Et dès le moment où j'ai voulu un peu coller à la roue ou essayer de faire des trucs qui peut-être m'en semblent un peu moins, mais qui collent plus à ce qui se fait, en fait, à la fin, t'es déçu et t'es en dépression parce que tu dis, mais je suis une merde, c'est de la daube ce que je fais. Donc, en fait, il faut vraiment juste s'amuser. C'est vraiment le but du but. C'est vraiment de se faire kiffer parce que sinon, quel est l'intérêt? Je redonne fromager, sinon. Et puis, en plus, ça permet de trouver ton audience. Oui. Parce que si tu commences à faire des films qui connectent pas avec toi, qui tu es, tu vas trouver une audience qui est pas vraiment la tienne. Mais c'est ça. Et puis, et te foutre dans la merde parce que du coup t'auras pas les bonnes personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Et c'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins ça te permet d'assumer et de trouver ton style, qui est le truc que je pense t'arrives jamais à. Parce que tu prends Quentin Dupieux, il a un style, tu prends Tarantino, il a un style. Est-ce que eux ils ont conscience d'avoir un style? J'en sais rien. Moi j'ai pas conscience d'avoir un style, mais les gens me le disent. Que y a une cohérence dans ce que je fais. Mais je pense que la cohérence on la perd pas si on reste dans ce truc de vas-y je fais les trucs qui me font kiffer, qui me font marrer et il y aura bien des gens qui adhéreront, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et le but, c'est pas de faire kiffer tout le monde. Moi, des fois, j'en parle à des potes, ils me disent, ouais, moi, mon but, c'est de faire une méga comédie, comme ça, je chope le public, et après, j'irai faire des films mieux. Moi, je fais, déjà, gars, fais financer ta première comédie,
Et en vrai, t'as pas peur d'avoir honte de faire une comédie potache. Fais ton truc qui te fait kiffer. Enfin, je veux dire, c'est tellement précieux de réussir à faire signer un film. Puis c'est impossible de faire kiffer tout le monde. Mais oui, c'est Impossible. impossible. Tu seras Ouais. toujours allumé. Tu seras toujours allumé. Toujours des gens qui sont pas contents. Et qui trouveront des choses. Moi, je sais que des gens trouveront mon film nul. Et je sais qu'il y a des gens qui vont y trouver une morale qui n'est pas la morale et où ils vont se dire oui, Thomas Combray là il parle de ça machin, ça va être, tu vas être en mode pas du tout. Moi en écrivant ce film je me suis et c'est peut-être débile d'avoir fait ça, mais je me suis back up sur certains trucs pour pas qu'on me dise oui là vous prenez tel ou tel truc qui n'est, enfin je raconte une histoire avant tout, tu vois. Ça devient de la politique ou ça ouais c'est ça, c'est quoi, voilà, ça. Et bien sûr que le film a un fond et que bien sûr qu'il raconte des trucs en soum-soum et peut-être qu'il raconte des trucs que j'ai pas vus, mais calmons-nous. Donc, après c'est toujours un peu quand tu crées quelque chose de artistique et ça a pour but d'être montré, il y a toujours ce truc là on va chercher pourquoi là il a fait ça, pourquoi il a fait ci, alors des fois ça vient de nulle part. Des fois dans la rue des gens ils me demandent ouais mais à ce moment là qu'est-ce que t'as voulu raconter, moi je suis en mode c'est un hasard, ça a été filmé de cette manière là machin, l'huile dans la lumière, l'huile dans le sombre, c'est juste parce qu'on a pas de lumière, tu vois. Il y a des trucs vraiment des fois t'es en mode les gens suranalysent. Plus après, que des fois, tu fais pas exprès de passer aussi de toi ton inconscient qui tu es, qui se révèle à travers tes choix, en fait, tes décisions que tu prends, mais tu sais pas forcément pourquoi tu fais les choses. Et... On a écrit tout le mois de juin avec Anaïs Cavé qui co-scénarise le film, on a écrit le scénario ensemble et je l'ai dialogué. Et en gros pendant 3 semaines on a écrit le scénario et la dernière semaine j'ai tout dialogué. Et ensuite à la fin on a corrigé ensemble, on a relu et on a réajusté. Tu fais d'abord un séquencier qui va te permettre de faire une structure, puis que tu vas développer pour en faire un traitement. Ton traitement, c'est ton scénario sans les dialogues, en gros. Et ton traitement, faut qu'il fonctionne sans les dialogues. C'est quoi, c'est une sorte de petit roman, enfin, une sorte de petit... Non, c'est vraiment un scénario. C'est que vraiment, prends un scénario, tu lui enlèves les dialogues. Ok. Vraiment sur un... T'as un traitement. C'est en gros, c'est ton scénario en action, que les actions, et mais juste pas les dialogues. Voilà, en fait, c'est... Si ce truc-là est compréhensible et qu'il est solide et qu'on comprend tout, c'est bon, tu peux dialoguer. Ça veut dire que t'as une matière assez solide et qui fait que tes dialogues, ça va couler, tu pourras parler de la cuisson des pâtes dans une scène où les gens se battent, ça marchera. Parce que dans l'action, tout est écrit et est compréhensible. Et après tu dialogues. Donc c'est pour ça qu'on a pendant 3 semaines on a fait ce travail-là, donc de partir d'un séquencier avec des tirets avec il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, à arriver à un traitement avec toutes les actions, les trucs machin, pour ensuite faire les dialogues. Et on va dire que les 3 semaines c'était quand même, c'était notre quotidien. En fait on se captait beaucoup avec Anaïs Cavé pour faire tout ça. Et après moi je me suis isolé pendant 1 semaine et après ça nous a pris 1 jour de tout recorriger ensemble, une journée complète et puis voilà quoi. Après ça donc on est fin juin, enfin on est début juillet, tout le mois de juillet et août on prépare notre crowdfunding, donc tourner les vidéos, enfin écrire les vidéos de, tu sais dans le crowdfunding t'as une vidéo de présentation machin, donc préparer ces vidéos là, faire une pré-affiche, donc une affiche qui ressemblera vaguement au produit final, parce qu'à ce moment-là on a que la V1, c'est-à-dire que c'est pas du tout le film def, mais il nous fallait une V1 pour pouvoir avoir un projet cohérent, savoir de quoi on parle, tu vois, parce qu'en fait entre le moment où t'as l'idée et la fin de ton développement, il s'est passé des choses, tu vois, donc il fallait qu'on sache un peu de quoi le film parle. Donc ensuite il faut faire tout le graphisme de ta page, l'écrire. Moi j'ai eu des rendez-vous avec KissKissBangBang parce que je voulais voir un humain pour vraiment parler concrètement et tout. Faut calculer le budget de ton film parce qu'en fait si tu demandes 10 000, 15 000 balles, et en fait faut se démerder pour que ton projet soit vraiment faisable avec cet argent qui te restera une fois que tu auras viré les contreparties. Donc nous c'était 11 000 € ou 12 000 € je crois qu'il nous restait. Derrière ça t'enlèves ce que KissKiss prend machin, et en fait après ce petit budget, mettons 10 000 €, en fait faut que tout rentre, ton logement, ta bouffe. C'est rien 10 000 balles quand même pour... C'est que dalle, c'est vraiment, je sais même pas, ça aurait été, on l'aurait fait, mais peut-être pas avec ce film tel qu'il est là. Ouais, il faut que déjà ton matos à toi. Ouais, c'est ça. Tu peux rien louer. Faut que tu aies pas de déplacement, c'est possible. C'est que de l'arrangement, de lieux, de trucs, Ouais, déjà c'est que ça, ce film. Ouais. Vraiment, mais bon, en fait, ce qui nous a coûté le plus cher, c'est le transport, logement et nourriture. Ouais. Tu vois, juste la nourriture, je crois, c'est 8 000 balles. Juste la nourriture pour tout le monde. Puis surtout qu'on était une méga équipe, tu vois, avec 10 000 €, on aurait peut-être fait une plus petite équipe, on aurait tourné avec des trucs peut-être plus simples, enfin tu vois, il y aurait des choses qui auraient été faites, quoi. Et donc bref, et puis surtout on était fous à ce moment-là, je pense qu'en vrai, t'as le truc où tu dis oui, ça va le faire, et puis après tu te dis en fait on est un peu taré quand même, à 4 personnages, oui, là on en a 12 ou 13, enfin je sais plus combien il y en a de personnages dans ce film, là tu fais ouais non c'est peut-être pas faisable, mais bref, le fait est qu'à ce moment-là on est dans un monde où on se dit ok, ça marche, surtout que moi j'étais en mode 10 000 €, je sais que je peux les faire, 15 000 j'étais en mode vas-y imagine les gens, ça marche pas et tout, et le gars il me dit oui mais tu sais Thomas, vraiment ton public, t'as un public, en plus moi j'ai un public
j'ai pas de vieux, j'ai le public de dévi, en majorité. C'est des gens qui savent que s'ils donnent un peu d'argent, machin, ils comprennent ce truc de se payer son contenu. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai fait, je sais pas, un livre, un truc, ça a été sold out, ou quand, qu'on a plus de résultats que, par exemple, une grosse chaîne avec 3 millions d'abonnés, mais qui a un public de flux, enfin, qui mettent les vidéos, mais qui sont pas attachés aux gens. Tu vois? Je pense qu'il y a une diff entre ces deux publics-là, quoi. Bref, moi, j'ai un public qui aide beaucoup, et il me dit, attends-toi à ce qu'en un jour, tu fasses ton objectif. Je te demande n'importe quoi, quand même, un jour, il est fou. Bon, il se trouve qu'on a fait 110% en un jour et qu'on a fait en 5 jours tout le truc, mais donc ça a été fou. Mais... Juste une petite pause pour vous dire que si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous l'écoutez. C'est la meilleure manière de nous soutenir. On y retourne. On prépare ce crowdfunding et tout, et septembre, on va au Frames Festival pour en parler, voir si on n'a pas un petit Arte, un petit France Télé qui veut nous suivre et compagnie. Et en même temps, on prévoit des petits flyers avec QR code et on en distribue là-bas. Et la page était ouverte. Au moment où on arrive, on commence à distribuer. La page est ouverte, mais en mode caché. C'est-à-dire que si tu scannes le QR code, tu peux vraiment les mettre de la thune. Donc on a fait ça pour commencer le crowdfunding. Et le jour du lancement, il y avait déjà, 2-3 000 euros sur le truc. Ah ouais, donc ça c'est leur stratégie à eux. T'as les premiers cercles, c'est les proches. Deuxième cercle, c'est ton public. Et troisième cercle, c'est les gens autour qui tombent sur le truc. Alors, on a fait le lancement, et en effet, donc, première journée, on est à, 10 000, 9 000, 10 000... Là, tu vas avoir l'excitation de... merde. Non, mais surtout de voir autant... Non, mais surtout, déjà, ça devient concret, donc tu te dis, putain, merde, on va devoir vraiment le faire. C'était un délire entre potes, à la base, ce film. Et, donc, bref, on fait ça, 5 jours plus tard, au bout de 5 jours, on a nos 15 000 balles, et il reste 25 jours. Du coup, on a fait 30 000... Putain, juste en... On a fait le double. Waouh. Et donc au Frames, je peux parler au CNC parce que je me dis vas-y, ça fait des années moi que je peux demander le CNC Talent, donc la branche web du CNC, et que je le fais pas parce que je sais pas quoi faire. Je vais à cette masterclass du CNC Talent pour noter tous les petits tips qu'elle nous conseille de faire pour notre truc. Et donc on était, je crois, jeudi ou vendredi, et c'était le dimanche soir, minuit, qu'il fallait rendre le truc. Donc le week-end, je peux te dire, je suis rentré chez moi, je me suis activé pour faire ma vidéo, terminer mon dossier, parce qu'on avait quand même commencé le dossier avant, bien sûr, on n'est pas fou. Et donc on a demandé le CNC Talent, et il se trouve qu'on l'a eu. On a eu 30 000 euros. Ça a doublé le budget, donc là on est à 57 000 et quelques. Moi j'ai mis 4 000 euros de ma trésor, plus on a eu quelques mécènes, et du coup on a 63 000 euros pour faire le film. Waouh, ça commence déjà à être un petit... Bon, ouais, là t'es 6 fois ce que t'imaginais de base, donc là tu te dis... Même si c'est encore petit par rapport à ce que les longs métrages... En fait, j'ai calculé, c'est une demi-journée d'un long métrage moyen français. Voilà. C'est une demi-journée de tournage. Mais pour un mec comme toi, qui aime la débrouille et qui est capable de faire des trucs de fou avec pas grand-chose... T'as un compte en banque. Une 60 000 balles. Moi c'est sur le compte de mon asso, du coup, parce que j'ai produit avec mon asso, il y a 60 000 euros sur ton truc, et là t'es en mode... Il y a 6, 0, 0, 0, 0. Et là, tu fais, waouh, mais j'ai jamais vu autant d'argent de mais du coup, comment tu... Parce que ça, gérer de l'argent, c'est dur aussi. Je suis malin. Je savais que je l'étais pas niveau prod, donc je suis allé chercher quelqu'un qui sait faire. Donc en fait, j'ai une amie qui s'appelle Salomé Goyer, qui est une amie aussi Anaïs. Anaïs m'a dit, peut-être faudrait lui proposer à elle. Donc je lui ai dit, est-ce que ça te branche un projet comme ça et tout. À l'époque, là, c'était pour les 10 000 balles. Donc elle m'a dit, ce n'est pas faisable. Mais elle m'a dit, mais allez, banco, si tu fais un crowdfunding, on sait jamais, peut-être qu'il peut y avoir plus, machin. Et donc on est parti avec elle, et elle a, toute seule, 23 ans, elle a produit tout le film, toute seule. Donc ce qui est bien, c'est que moi j'avais juste à répondre à des questionnements, donner les documents qu'il fallait, répondre à des questions, dire oui, non. Mais sinon elle a tout fait toute seule. J'aurais jamais pu. Enfin moi tout seul, impossible, j'aurais perdu beaucoup d'argent. Parce que j'y serais pas allé par quatre chemins. Elle a pris du temps à discuter avec les gens pour faire baisser des prix, des machins, voilà. Moi, j'aurais fait, c'est ce prix-là? Ok. Elle a négo, je pense qu'elle nous a fait gagner beaucoup d'argent. Et donc, du coup, elle a tout organisé. On a pris mes potes et ses potes pour créer une équipe. On avait une règle d'or, c'était que chaque personne qui met les pieds sur ce tournage doit avoir au moins un super pote ou une super pote dans le projet. Pour que ça reste un film de potes. On peut pas prendre de gens inconnus au truc. Pas dans le sens on veut pas les étrangers, dans le sens c'est un film de potes où on gagnera peut-être rien à la fin ou très peu, donc le but c'est qu'on parte en vac et qu'on fasse un film. C'est ça un peu l'idée. Donc là on sait le budget qu'on a, et après elle fait par rapport au budget, tu vois, et donc après c'est pré-prod. On devait tourner en avril normalement, et quand on était en février elle m'a dit on va pas y arriver, on va droit dans le mur, décalons juste un peu, parce que là elle dit
c'est pas assez près, ça va trop vite, voilà ça. Ouais. Donc on a décalé à juin, et donc en fait du coup de octobre à juin, la veille du tournage, on a fait toute la pré-prod, machin, organisé les trucs, moi continuer d'écrire mes nouvelles versions de scénario pour avoir la shooting version, comme on dit. Voilà quoi, après c'était parti, on a fait des répètes, des trucs, et puis on s'est back-up au max pour bien se préparer, pour que ce soit le plus simple possible sur le plateau. Et j'ai l'impression qu'on a bien réussi parce que j'ai trouvé que c'était mon tournage le plus simple. Je trouve en tout cas en termes d'énergie, au niveau fluidité, fatigue, au niveau moi tout le monde me disait gars quand même réaliser et jouer le premier rôle ça te dure et tout, mais je dis oui je sais mais en même temps j'ai envie de le faire, donc voilà. Et je sais pas si je referais faire un film et jouer le premier rôle en même temps, parce que devoir gérer tous les enjeux, porter tous les enjeux, c'est quand même quelque chose. Puis c'est ton personnage qui porte tout, donc en fait, t'es obligé d'être le plus doué, et je ne le suis pas, donc du coup, c'est... quand je vois le film, voilà, je dis, ah ouais, là, c'est... Bon, tant pis. Là, c'est pas mal, là, ça pêche, là, machin. Ouais. Mais je sais que je pense pas refaire ça, sauf si vraiment c'est évident que c'est moi qui dois jouer le personnage. En revanche, ce que je ferais, c'est prendre un personnage qui porte pas trop d'enjeux, qui est un peu là tout le long, et où t'as pas tout à porter, et tu peux un peu t'amuser, quoi. Je pense que j'irais plutôt vers ça. Parce que je pense que là c'est mon film, je le produis, c'est moi le producteur, je fais ce que je veux, c'est pour ok, il va sans doute sortir au cinéma, mais ça va être sur YouTube à la fin. Enfin, il y a un moment, venez, on se fait kiffer, c'est un délire entre potes. Par contre, mon prochain film, je sais que je veux pas jouer le premier rôle du tout, jamais. Je veux me concentrer sur la réa, ce sera mon premier film cinéma, machin, si je touche du bois, on me le signe, parce que je veux pas me foirer, je veux vraiment en tout cas mettre toutes les chances de mon côté pour que ce soit le mieux possible. C'est beaucoup plus risqué si tu fais les deux. Mais voilà, là ça se comptera en millions, pas en quelques centaines, pas en dizaines de milliers, quoi. Donc voilà, donc là c'est cool, on s'est amusé, mais voilà, je sais pas si je le referai, mais en tout cas ça s'est bien passé. Les films on tourne dans le désordre. Là on a vraiment tourné sa race dans le désordre. Des fois j'avais 6 tenues dans la même journée, des 13 séquences où d'un coup on est au début, d'un coup on est à la fin, d'un coup on est au milieu, d'un coup on revient au début, d'un coup, ça n'avait aucun sens. Je change de coiffure, vraiment 6 fois je change de coiffure, je change de maquillage, je change de tenue, quoi. Et donc et en fait je connais tellement mon film par cœur, tu te poses pas de questions, quoi. C'est action, t'y vas, et t'as même pas le temps d'y penser, c'est très un peu plus organique, quoi. Et t'y vas parce que de toute façon c'est comme ça, le découpage est comme ça, l'orga est comme ça, parce que tu fais en fonction des dispos de tout le monde. Tout est tellement clair dans ta tête que c'est même pas si compliqué que ça. Quand tu connais bien le scénario. Je sais pas les autres qui avaient, tu vois, il y en a un, il a un personnage qui a, je sais pas moi, une dizaine de scènes. Peut-être que le film est plus flou pour lui. Parce que je sais qu'il y en a certains, ils comprenaient rien à ce qu'on faisait, hein. Je les vois, il y en a certains, ils comprenaient rien. Ils jouaient leur salle, ils étaient là, bon, je le fais, mais je comprends pas trop ce qui se passe. Ouais, il y en a, on est quand? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quelle scène? Je l'ai pas appris cette scène. J'en ai un notamment, il était à l'ouest. C'était rigolo. Et s'il y en a qui se dit, qui rêvent de faire un film tout seul entre guillemets, sans production, en autoprod et tout, et que des gens leur disent attention c'est difficile. Bah oui, c'est no shit. Oui, c'est difficile, mais faites-le parce que vraiment c'est la plus belle chose, c'est trop bien. Et au pire, à la fin, t'as un truc qui est pas ouf, mais en tout cas, t'auras appris des trucs malades. À la limite, si t'as peur de faire un truc pas ouf, mets-y pas trop d'argent. Parce que moi, il y a ça aussi, je m'en mordais les doigts. Je me dis, putain, 63 000 € qu'on met là-dedans, qu'est-ce que je fous? Tu sais, t'as peur, tu doutes. Des moments où t'arrives pas à trouver le bon déclic d'écriture, machin, et tu doutes, tu te dis, putain, mais je pourrais le mettre ailleurs. Et à la fois, c'est ce projet-là qui a reçu cet argent. Donc, et c'est pas en vrai, dans l'industrie, c'est une micro-somme. Donc, fais-le à fond. Et ça va être super. Le casting, comment tu savais déjà un peu à l'avance qui tu voulais travailler ou... Ouais, en écrivant avec Anis, on avait des idées assez claires rapidement. Comme c'est moi qui ai décidé de tout, j'ai voulu mettre beaucoup de copains. Et je voulais mettre aussi des guests, mais des guests qui sont des amis. Je voulais pas des guests que je connais pas ou quoi, donc j'ai mis que des amis, que des proches, et puis des proches avec qui j'ai envie de tourner. Et qui symboliquement devaient être dans ce film. Tu vois, j'ai mis beaucoup de gens qui m'ont aidé à rentrer dans ce milieu. Donc je pense à Davy Maurier, Mathias Girbig et Benoît Blanc, qui sont trois personnes, donc Mathias Girbig, Benoît Blanc, donc le duo d'Internet, qui eux m'ont un peu aidé au début, et puis Davy qui m'a carrément pris sous son aile, donc c'était important pour moi de les avoir. Voilà, j'ai mis Brigitte Lecordier parce que je l'aime beaucoup et que j'aime bien la mettre à l'image, et qu'on n'est pas que sa voix, donc celle qui fait la voix de Sangoku, enfant et compagnie, oui, tout ça. Il y a un travail qui est très compliqué dans ce milieu, c'est d'apprendre à écouter les gens qui t'entourent, parce que c'est très précieux. Et ensuite il y a un autre travail à faire, c'est de réapprendre à t'écouter toi,
et à faire ce qui avant tout toi te plaît. Voilà. Et Trouver le juste milieu, et le quoi, pur kiff est un excellent argument pour faire un choix. Dans le film, il y a une réplique à un moment qui est complètement absurde et qui... Le monteur me disait, pour moi, ce personnage-là, il peut pas faire ça, c'est son pote à côté qui est débile, lui, il doit tenir un peu plus la barque, il peut pas faire un truc aussi absurde. Moi, je suis en mode, j'entends. Maintenant, ça me fait trop kiffer pour le couper. Il faut que je me fasse, ouais, c'est ça, faut que je me fasse plaisir et je peux pas enlever ça, enfin, et il faut trouver le juste milieu entre penser au produit final et en faire le truc le plus cohérent possible qui fonctionne le mieux, et aussi te faire kiffer toi-même, hein. Ouais. Sinon c'est un métier qui est trop difficile pour pas se faire plaisir, tu vois. Donc en vrai ah merde, faut se faire kiffer. Moi je me suis fait un délire à 63 000 €, hein. Et plus tard ce sera des délires à 1 million, 2 millions, je sais pas, mais non, mais faut se faire kiffer, c'est trop important. Faire la chose pour soi, la plupart des trucs qui sont chouettes, les mecs ils se sont pas posé la question de est-ce que, tu vois, quand tu te poses la question de est-ce que ça va plaire, c'est que t'as tu peux te demander si ça va plaire. Par contre, réfléchir pour que ça plaise, c'est foireux. Et en fait, j'ai passé 8 ans dans un métier où, au final, qui me plaisait pas, où c'était trop dur. J'étais fromager. Je fabriquais du comté, je me levais en pleine nuit, machin. À un moment, j'ai compris que c'était pas moi, que j'étais pas à la bonne place, que peut-être même je prenais la place de quelqu'un qui, lui, ferait le truc mieux. En fait, quand j'ai quitté ce truc-là, je dis, plus jamais, en fait. Ma vie, ce sera que un kiff. J'ai traversé des périodes vraiment sombres quand j'étais fromager et ouais, je me suis dit plus jamais, c'est mort. Ouais. Je veux me marrer, ma vie ne doit être qu'un gigantesque terrain d'amusement. Je me fais plaisir et si derrière des gens ça leur plaît, tant mieux. Quand j'étais fromager, l'après-midi, je travaillais la nuit et donc l'après-midi j'étais chez moi et je matais 1 à 2 films par jour. Et donc en fait j'ai fait ma cinéphilie comme ça et c'est là où j'ai dit mais en fait putain c'est génial. Après ceci dit au collège j'étais quand même très séduit par l'objet caméra. Et j'étais un peu en mode, ouais, je serais soit fromager, soit réalisateur. Mais je savais pas du tout ce que ça engageait. Juste, je trouvais trop stylé d'être acteur et de pouvoir marcher au ralenti avec des explosions derrière soi. Je me disais, putain, c'est trop cool de faire ça, parce qu'on peut pas le faire dans la vie. Et en fait, je me disais, je veux faire ça. Mais je savais pas de quoi je parlais. Donc je suis allé vers le métier concret, là, sur le fromage. Peut-être j'aurais pas été fromager et peut-être j'aurais fait ça. T'as commencé quand même tôt, du fromage. 15 ans. Ah ouais, c'est ça, ouais, directement après le collège. Ouais. C'est ça, je suis sorti de 3ème, j'étais apprenti, et j'ai fait ça pendant 8 ans. Et donc, maintenant, aujourd'hui, je suis en mode, vas-y, c'est bon. T'avais de la famille là-dedans ou pas du tout? Non, il y avait une fromagerie dans le village où j'ai grandi, et j'étais pote avec le fils du fromager, et du coup, en fait, j'ai fait mon stage de 3ème là-bas, de 4ème là-bas. Ça m'a fait kiffer, et toute mon année de 3ème, je savais que j'allais faire un CAP là-dedans, quoi. Parce que c'est un beau métier, en vrai, mais mais bon, c'était pas fait, je pense que c'était pas fait pour moi. Je faisais des vidéos sur internet l'après-midi, donc Ouais, t'avais déjà un élan de créativité qui avait besoin de s'exprimer, quoi. À 23 ans, tu t'es dit, ok, vas-y, je me lance. En fait, en gros, moi, on va partir du glauque, mais en fait, moi, je voulais me foutre en l'air. Parce que vraiment, j'avais pas la vie que je voulais. Je trouvais ça n'avait pas d'intérêt. J'étais en mode, mais en fait, moi, on m'a formé en me disant, on a un métier pour toute la vie, on se forme, machin. Et du coup, j'étais en mode, c'est mon métier pour toute la vie. Si ma vie c'est ça, aucun intérêt. Donc je me fous en l'air, ça sert à rien. Et en fait, je me suis dit, gars, de toute évidence, ça va pas bien parce que t'es dans une entreprise de connards, démissionne et part dans une autre fromagerie. Donc j'ai fait 2 ans dans une autre fromagerie où c'était parfait. Sauf que, donc c'était mes 2 dernières années en tant que fromager, sauf qu'en fait j'avais plus la flamme, j'avais plus envie, je pensais qu'aux vidéos, je pensais qu'à écrire des trucs. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai plus rien à perdre. Je veux dire, des fois je me dis, je me fous en l'air. Je vais me foutre en l'air, donc en vrai, j'ai plus rien à perdre. Donc si je le tente, et que ça marche pas, tant pis, j'aurais juste perdu 2 mois dans mon foutage en l'air. Ouais. Donc en fait, je me suis dit, allez, je le tente, on s'en fout, je veux dire, ça marche, tant mieux, ça marche pas. C'est la même case qui était prévue à la fin, quoi. Enfin, qui était prévue de base. C'était inimaginable pour moi de continuer comme ça, en tout cas. Donc en fait, je me suis dit, ok, j'en ai parlé à personne, je suis allé faire mes visites, l'école, machin, j'ai visité plusieurs écoles, j'ai choisi donc celle qu'on a fait tous les deux, et j'ai passé l'audition, et j'apprends que c'est ok si je veux venir, que je peux être pris. Et donc du coup, je suis rentré chez moi et je me suis dit faut que j'en parle à mon chef. Et il me faut une rupture conventionnelle pour toucher le chômage, pour avoir 2 ans de chômage, le temps de la formation. Et donc j'ai pris mon courage à 2 mains le lendemain et je dis voilà, en fait, j'aimerais bien tenter de faire une école d'acteur. Et en fait, il y a un truc qui m'a aidé dans cette boîte, c'est qu'ils m'ont stalké sur internet. Et un jour, ils m'ont dit alors, ça va le cinéma? J'ai fait de quoi? On voit que tu fais des petites vidéos sur internet. Moi, comment vous savez? On a tapé ton nom sur Facebook. Truc qu'il fallait pas me dire parce que du coup je l'ai hyper mal pris. Moi, genre génial, dans ma tête je me suis dit mais quelle bande de trous de balles, ça se fait tellement pas. Bref. Et donc du coup je me suis dit en vrai ils savent que j'ai cette passion là. Je lui dis voilà, en fait j'ai envie de tenter d'être acteur. J'ai pas envie de vivre avec des remords.
je veux le tenter et tout. Et lui, mon chef, il avait des enfants qui étaient pile dans l'âge de choisir une orientation. Donc il me dit, en fait, moi, j'ai pas envie que mes enfants, ils soient pas ils aient pas un métier qui leur plaise. Donc en vrai, je peux pas t'en empêcher. Il dit, ça me fait chier parce que t'es un bon élément, mais je vais pas t'empêcher, et voilà. Et il dit, tu nous préviens 6 mois avant, on a le temps d'embaucher, c'est pas comme si le mois prochain tu partais, donc tu fais les choses bien, donc on va t'aider. Et le lendemain, il me fait, c'est bon, j'ai en train de débouler les formules, il me dit, c'est bon, Thomas, rupture conventionnelle et tout. Je me dis, putain, c'est si simple. Et en vrai, je raconte souvent ça, mais changer de vie, c'est pas un truc, en tout cas, ça a été pour ma part, mais ça paraît une montagne, mais une fois que tu le fais, à la fin, tu fais, cool. Et donc, j'ai ma rupture conventionnelle, je fais mes 6 derniers mois, je pars, je commence l'acting, et ça se passe bien, j'ai de la chance. Ouais. Quand j'étais gamin, je kiffais trop les 2 mois d'été, et je me disais, putain, ce serait trop bien une vie qui pourrait être tout le temps ça. Tellement je souffrais l'école et tout. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir cette vie-là. Parce qu'en fait, j'ai jamais, même quand je travaille, en tout cas quand je travaille sur des trucs qui me plaisent, j'ai pas l'impression de travailler. Je kiffe mes trucs, j'écris, je suis chez moi, je fais mes montages, je fais mes scénars. Quand j'ai un tournage, je fais mon tournage, je suis en kiff. Ça m'arrive d'avoir des boulots, bien sûr, qui me plaisent moins, parce que ça fait partie du truc. Je fais ce que je veux. Et ça, c'est beau. Et je pense que c'est hyper important dans la vie en général. Et je pense que c'est difficile pour des gens qui n'ont pas forcément fait comme, tu vois, passer l'étape dans ce genre de monde, de se dire que c'est possible de vivre comme ça. Oui. Mais oui, ça l'est, mais c'est un effort, faut réussir à l'accepter, à aller dedans, tu vois. C'est la porte à dire. Mais oui, c'est ça. Mais c'est faisable, alors après, on part pas tous avec les mêmes clés en main et tout, mais en tout cas, moi, j'étais un fromager de la Cambrousse, du fin fond de la Cambrousse, les gars, c'est faisable. Vraiment, je viens de loin, donc... tu peux te créer une vie de rêve. Faut juste avoir les couilles de le faire, quoi. Elle est différente de celle des autres, donc en vrai, je pense qu'il faut aller vers ça, parce que c'est trop dur la vie, si c'est pour pas essayer de kiffer au max. Et en plus, ça veut pas forcément, parce que tu vois, on parle du fait que la vie ennuyeuse, ou enfin la vie qu'on a, quand tu vis une vie que t'as pas forcément envie de vivre, c'est difficile, mais sur un plan un peu plus intérieur. En soi, le métier de réalisateur, il est, comme on l'a expliqué, il est extrêmement dur, hyper stressant, machin. Ouais. Mais comment tu le vis toi à l'intérieur, c'est collectif. C'est marrant parce que quand on devait faire Mourir notre mourir, les gens me disaient, tu stresses et tout, et machin, et moi j'étais en mode, oui, mais à la fois j'ai tellement hâte, j'attends ça depuis tellement longtemps qu'en vrai j'ai plus hâte que le stress, et je me posais beaucoup la question de est-ce que je suis capable, tu vois, surtout que là on avait vraiment des journées de fou, et je me disais, imagine premier jour, fin de journée, on se rend compte qu'on n'y arrivera pas, parce que tu vois, on a 4 séquences qu'on n'a pas pu faire, elles sont reportées au lendemain, puis le lendemain on a 8 séquences qu'on n'a pas pu faire, d'être le la merde, tu vois, et je me dis, ça se trouve on n'est pas capable, et ça va être horrible si on se rend compte de ça. Le fait est que ça n'a pas été le cas et qu'on a réussi à le faire. Maintenant que je sais que je suis capable, alors c'est trop bien, il y a un truc ça libère un peu, et tu te dis, ok, je vais peut-être réussir à me faire ma place là-dedans. Ouais, on a fait un film, quoi, des fois je me dis, putain, c'est fou. Maintenant, je dis pas, j'aimerais trop faire un film. Maintenant, je suis en mode, j'aimerais faire mon prochain film. Tu vois, c'est vrai qu'on est dans d'autres trucs où des fois je me dis, gars, j'en suis déjà là. Qui tu dis, mon prochain film, c'est fou. On m'a contacté pour produire le film, pour le mettre au cinéma et tout. Ah oui. J'ai été et ça allait devenir officiellement mon premier film, et j'ai refusé parce que c'est un film de potes qui a été fait pour être fait entre potes. Cosmétiquement, ça n'a pas, je sais pas si, je préfère faire un chouette film web qu'un mauvais film cinéma, tu vois. Et donc j'ai réfléchi. Tu gardes le truc, c'est un film web. Tu vois ça comme un film web. C'est un film, c'est un vrai long métrage. Le seul truc, c'est que si tu le balances au cinéma sans contexte, machin, peut-être, je sais pas, peut-être que j'ai trop peur. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être moi qui flippe, hein. Mon prochain film, il est pensé pour le cinéma depuis le début. C'est cinéma. Là, il y a quand même plein de moments où je me suis dit, vas-y, on s'en fout, c'est un film entre potes, tu vois. Ça veut pas dire que je l'ai fait par-dessus la jambe. Parce que tu prends plus de risques à balancer un truc au cinéma alors que c'est pas encore. Non, et en fait, c'est surtout que s'il passe dans une boîte de production et qu'il est diffusé au cinéma dans le circuit classique, il devient officiellement mon premier film. Ah oui. Et ça, c'est une casserole, faut l'assumer. Alors, peut-être que mon film va être génial, peut-être qu'il le sera pas, je sais pas. Le fait est que, le fait qu'il n'ait pas été pensé à la base de la base comme étant un film cinéma, parce que je pensais juste le sortir sur YouTube et tout, en fait, je me dis, c'est là où ça prend du sens, je préfère faire un chouette film web qu'un mauvais film ciné, c'est que je veux pas que ce soit une casserole. Je préfère, parce que si ça doit être un truc bénéfique pour moi, ça le sera. Ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai plus à y perdre en le mettre dans le circuit classique, et que ça devienne mon premier film. Et surtout, un deuxième film, tu le finances pas pareil qu'un premier.
c'est plus compliqué. Au CNC, t'es pas dans les mêmes cases, machin et tout. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais jamais fait de premier film, que je vais déjà être balancé au truc du deuxième. Là, c'est un petit bonbon que j'ai fait, que j'aurais fait dans ma jeunesse avec mes amis. Ton premier film, c'est une seule fois. Tandis que à partir du deuxième, après, on s'en balance. Ouais. C'est la suite. Le premier, il est important, il donne un peu le là sur ta carrière, tu vois. Et j'ai pensé sage, en tout cas, avec Salomé, on a pensé sage de refuser et de se dire, c'est pas honteux de faire un film web. C'est un vrai film, d'ailleurs, qu'on fait. Mais il est fait à une échelle qui n'est pas celle du cinéma. Voilà. C'est marrant parce que j'ai toujours voulu tout faire vite. Et là, pour la première fois, j'étais en mode, j'ai envie d'y aller parce que c'est quand même fou. Je rêve de signer un film. Et là, la personne était là et je juste à dire, bah, allez. Ouais. Et c'était fait, tu vois. Et grosse décision adulte de me dire, ok, peut-être pas. Étape par étape, quoi. Moi, mon scénario rêvé pour mon avenir, ce serait que je fasse du cinéma et que sur ma chaîne YouTube, je partage des infos sur mes films, que je décortique des scènes de pourquoi je l'ai tourné comme ça, machin, de raconter, avoir une chaîne de vlog de réalisateurs un peu, enfin tu vois, faire des vlogs sur mes tournages ou mettre du contenu bonus en rapport avec mes films. Ce serait mon truc rêvé. Il y a un mec qui fait ça aux États-Unis qui s'appelle Pony Smasher. C'est David Sandberg qui a réalisé Annabelle 2, Shazam 2, tout ça. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Pony Smasher où il raconte comment il fait... il donne des tips sur quand t'as pas beaucoup de matos, machin, pour faire des films, des courts-métrages. Il raconte comment il fait ses courts-métrages. Et il explique des trucs dans des scènes de films qu'il a fait, des petites astuces de montage, des trucs. Et il monte ça. Et en fait, j'aimerais un peu être le Pony Smasher français, tu vois. Okay. Avoir un réal français qui partage beaucoup de son expérience sur YouTube. Ce serait le truc rêvé. C'était The Actors Arc Podcast. Vous pouvez suivre Thomas Combré sur tous les réseaux @ThomasCombré pour rester informé de son actualité. N'hésitez pas à suivre The Actors Arc sur tous les réseaux. Merci d'avoir écouté et à très vite pour un nouvel épisode.